Entreprendre, ce n'est pas seulement créer une entreprise, c'est parfois créer un univers, porter une histoire, et se battre pour que certaines voix existent là où on ne les entend pas. Bienvenue dans Il était une boîte, le podcast du Bon Ouvre-Boîte, qui donne la parole à celles et ceux qui entreprennent autrement, avec du sens, du cœur et un vrai impact social ou environnemental. Et aujourd'hui, Alain, nous enregistrons au cœur de l'incubateur e-Engage de Paris 8, un lieu qui accompagne des projets engagés et qui accueille aujourd'hui une entrepreneur au parcours singulier. Elle a créé un studio de jeux vidéo, imaginé une héroïne afrodescendante atteinte d'albinisme. Et aujourd'hui, elle consacre son énergie à transmettre et ouvrir des portes à la nouvelle génération. Entre création, engagement et transmission, elle incarne une autre manière d'entreprendre dans les industries créatives. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Tininke Camara. Bonjour Alain, bonjour Eric. Merci de m'inviter à ce podcast. C'est un plaisir d'être reçu pour partager justement mon expérience. Tu as un parcours très riche, plusieurs univers professionnels avant le jeu vidéo. Si tu devais raconter ton chemin en quelques étapes, qu'est-ce que tu garderais comme moment clé ? Alors, je dirais que comme moment clé, je garderais le fait que j'ai déjà commencé, dès le collège, déjà, moi, je savais ce que je voulais faire. Donc, j'ai très vite intégré une école d'ingénieur du son. Donc, j'ai commencé par faire du son, j'ai commencé dans les plateaux de tournage, de courts-métrages, pas de gros films, mais ça m'a donné quand même l'expérience et le goût, en fait, du son. J'étais pratiquement même une geek de ça. Donc, c'est vraiment une période, en fait, dont je me souviendrai tout le temps et qui ne m'a pas quittée, d'ailleurs. Et ensuite, en fait, j'ai juste voulu prendre un peu la plus grande porte et me dire que j'allais créer un peu mes univers de jeux, même d'ailleurs de production de manière générale. Ce qui m'a amené en fait à me reconvertir en fait en tant que graphiste motion designer. Ce qui est bien avec ce métier, c'est que ça intégrait aussi le son. Et ensuite, juste avant ça, j'ai quand même intégré une école en fait de jeux vidéo dans la coloration sound design. Donc, j'étais la seule femme, voilà. Mais c'était une période qui reflète mon expérience finalement globale, en fait, mon parcours en fait global. Et donc, point clé avant justement la création de mon propre studio et de mon association. Et tu navigues entre plusieurs cultures aussi, plusieurs disciplines. Comment ces identités et ces expériences ont influencé ta manière de créer aujourd'hui ? Tout simplement, ça fait partie de moi. Moi, j'ai toujours eu plaisir, en tout cas, à garder une certaine authenticité dans toutes mes créations. Alors, ça ne veut pas dire forcer l'aspect je suis d'origine guinéenne, donc je vais mettre tous les éléments qui rappellent un peu dans chaque production. Mais justement, mélanger en fait les cultures, j'aime bien ce mélange-là. Je n'ai pas juste une adoration pour la culture guinéenne, mais aussi une adoration pour d'autres cultures. Et en fait, j'aime bien mixer tout ça et c'est ce qui fait mon authenticité. Et c'est à travers ça en fait, que je m'exprime le mieux. Donc, dans mes créations, on verra beaucoup en fait, de choses qui me reflètent, mais on verra aussi des codes qu'on reconnaît très bien dans d'autres cultures, je dis n'importe quoi, asiatiques ou westerniennes, entre guillemets, ou issus de d'autres pays d'ailleurs d'Afrique qui ne sont pas forcément de l'Afrique de l'Ouest non plus. Mais moi, j'adore vraiment ça fait partie de moi. À partir du moment où j'avais cette double culture, donc à la fois guinéenne et française, pour moi, c'était très simple d'accepter, de découvrir d'autres cultures. D'ailleurs, je le fais même beaucoup à travers mes voyages, qui m'inspirent justement dans mes créations. Qu'est-ce que tu voulais apporter ou changer dans les jeux vidéo en lançant des projets comme Blind Blend Studio ou Blind Frontier ? Alors, ce que je voulais apporter, en fait, c'était tout simplement de nouvelles perspectives, en fait. Au-delà du fait au-delà du fait que le portfolio aujourd'hui, il est quasi homogène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, et du coup, le portfolio ressemble, il y a beaucoup d'hommes dans les équipes, ce que je veux dire, et donc, le portfolio reflète un peu les personnes qui les produisent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup aussi de personnages masculins. Moi, j'ai surtout ressenti en tant que joueuse avant tout la frustration de me dire, déjà, je joue très rarement des femmes, et très rarement des femmes en fait qui me ressemblent. Ça, c'était une chose déjà qui m'a poussée en fait et m'a motivée à me dire il y a de la place en fait pour créer des choses en fait. Vu que je m'engage en fait dans un parcours de formation, il y a de la place pour moi
pour créer un peu des choses un peu plus authentiques, un peu plus nouvelles. Mais au-delà de ça, il y a surtout eu pour moi aussi un ras-le-bol du fait que derrière, il y a quand même des personnages, enfin on a quand même des jeux en fait, où parfois on voit de la diversité, mais c'est un peu c'est un peu fait comme des marqueurs de genre, des marqueurs raciaux, et en fait derrière le personnage, il y a rien. Donc moi, ce que je voulais surtout, c'est encourager en fait les gens, encourager des développeurs qui me ressemblent à finalement porter leur voix aussi et un peu jouer sur le rôle, un peu de rôle modèle, hein, sans être le modèle, etc. Mais dire que c'est possible aussi, plutôt que de se dire d'attendre en fait qu'on nous représente, c'est possible aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors ça prendra plus de temps, etc. Ce sera peut-être plus difficile. Mais c'est surtout ça qui m'a motivée définitivement à me dire, au-delà de juste travailler dans le jeu vidéo, de dire il faut en fait finalement qu'on crée de vrais ponts, qu'on commence à se dire voilà, je vais créer aussi des choses qui me ressemblent et arrêter de demander aux autres de nous représenter, quoi. Justement, là, au cœur de cet univers, il y a aussi donc Numa, une héroïne afrodescendante atteinte d'albinisme. Pourquoi ce personnage est-il si important pour toi ? Alors, il est très important pour moi, même ce personnage, je dirais, puisque en fait, j'ai une petite sœur qui s'appelle Numa B, du coup. Donc Numa, c'est le diminutif de Numa B, et qui est atteinte d'albinisme, en fait. Et moi, j'ai grandi avec ma sœur en la voyant subir le rejet, en fait, des jeunes, mais même parfois même beaucoup d'adultes, que ce soit dans sa scolarité ou que ce soit dans sa formation. On a surtout... c'est une condition, pour juste faire une petite définition de l'albinisme, hein, et c'est une définition assez rapide, mais l'albinisme, en fait, c'est une condition qui fait que des personnes vont naître avec une absence de mélanine. Donc, par exemple, une personne noire va naître avec une couleur complètement blanche, des yeux complètement clairs, voire bleus, et des cheveux blonds vénusiens, etc. Ça, c'est un albinisme total, mais il y a différents stades d'albinisme, etc. Ça s'accompagne d'une photosensibilité au soleil, mais aussi du fait que, voilà, nous, je fais souvent cette analogie-là, mais nous, on voit en HD et elle verrait en, on va dire, télécathodique, hein, avec moins de pixels. Donc, ça apporte pas mal d'handicap, en fait, tous les jours, en fait, c'est une adaptation. Mais ça reste des personnes, en fait, qui ont juste besoin d'adapter un peu sensiblement leur vision, le fait de se protéger du soleil, etc. Mais ça ne les empêche pas de rêver, comme tout le monde, d'un parcours ou d'être visible, en tout cas dans la société. Et en général, en fait, les personnes atteintes d'albinisme, on a tendance à les mettre très vite de côté. Les familles ont peur de les exposer, donc la plupart sont déscolarisés. Moi, j'ai surtout beaucoup encouragé ma petite sœur à suivre sa voie, au détriment de tout ce qui pouvait se dire, de toutes les inquiétudes des parents, etc. Comme j'étais la grande sœur, c'est bien, parce que du coup, ça me donne un peu plus de voix. Mais Numa B, ça a été une personne, en fait, qui a été capable de faire qui aujourd'hui même travaille sur pas mal de projets avec moi, et qui a été capable de suivre une trajectoire, en fait, où on ne l'attendait pas, où je pense que pas grand monde l'attendait. Et donc, pour moi, c'est important, dans mon projet, dans le premier projet Blind Frontiers, de se dire, il y a une mauvaise compréhension de la condition, et en même temps, il y a une absence, en fait, de représentation des personnes atteintes d'albinisme qui ne soit pas un peu, je dirais bizarre, hein. Si vous regardez les personnages V pour Vendetta ou les jumeaux dans Matrix, qui parlent quasiment pas, qui aligne quasiment pas une phrase avec sujet-verbe, voilà. Vous avez quand même des personnages qui offrent une représentation dont même les associations pour personnes atteintes d'albinisme trouvent que c'est un peu, ça ne les arrange pas. Ça, au contraire, ça renforce les mauvaises compréhensions autour de la condition. Donc moi, je me donne aussi ce truc-là de dire, quitte à représenter des perspectives réellement diverses, autant représenter un personnage, mais qui va avoir les mêmes, par contre, qui va avoir les mêmes objectifs, hein. L'idée, c'est pas de tourner autour de l'albinisme, en tout cas, on choisit dans le support principal de pas tourner autour juste de l'albinisme, de dire, regardez à quel point oh là là, elle souffre. Non, de dire que cette personne-là, elle a cette condition, des limitations, mais ça n'empêche pas, en fait, d'avoir un objectif comme vous, qui est finalement une quête vers un monde, un territoire meilleur. Enfin, c'est un peu l'histoire de Blind Frontiers, mais voilà. L'idée vraiment de Numa m'est venue de ma petite sœur, mais aussi d'une volonté de réparer, renverser un peu les mauvaises représentations autour de la condition, quoi. Comment le public a réagi à cette représentation, notamment les personnes concernées ? Alors, j'ai eu... c'est une très bonne question parce que du coup, j'ai eu l'occasion
au Ghana de travailler avec un studio qui s'appelle Letty Arts. Et en fait, c'était pendant une résidence créative avec l'ambassade du Ghana en France, je crois qu'on dit comme ça. Et en fait, on a eu l'occasion de créer une BD. Et donc, une BD autour du personnage Yuma. Donc, le personnage d'Yuma, qui correspond à un univers bien plus large. Hein. En fait, je dirais même qu'on est sur du transmédia, un peu, pour être clair. Hein. C'est-à-dire qu'on développe des univers sur plusieurs supports, le support principal étant le jeu vidéo. Mais on a développé avec cette équipe-là une BD et on a eu l'occasion de travailler avec une association pour personnes atteintes d'albinisme. Et ils ont été très contents. Ils nous ont même aidés à faire ce qu'on appelle du sensitivity reading. C'est-à-dire qu'ils ont apporté leur lecture en fait sensible sur la manière dont on représentait le personnage. Nous, on a fait un sans faute, hein, mais du coup, l'idée en fait de faire intervenir d'autres personnes, c'est de dire une personne atteinte d'albinisme, c'est pas l'essentialiser à une seule expérience. L'expérience de ma petite sœur en France, elle n'est pas la même que l'expérience des personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Et donc, du coup, ils l'ont très, très bien reçu. Ils ont été très contents, en fait, de ce qui a été ressorti. Et en plus de ça, c'était des outils qu'eux pouvaient utiliser et distribuer à d'autres enfants ou à des parents pour comprendre. Et de manière générale, pour le jeu vidéo, donc Blind Frontiers, les testeurs, les testeuses ont plutôt bien accueillis, en tout cas, je dirais même très bien accueillis, en fait, le fait d'avoir une perspective réellement diverse. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ont appris des choses aussi. Et c'est ça, la force du support et la force de l'art, entre guillemets, en général, c'est d'apporter un peu une ouverture vers des choses, en fait, auxquelles on ne pense pas forcément, auxquelles on n'a pas forcément tous les jours l'occasion d'apprendre. Tu as ensuite pris une décision forte. Arrêter Blind Ben Studio. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix ? Alors, en fait, tout simplement, Blind Ben Studio, j'ai surtout liquidé par faute de... J'aurais aimé le continuer, hein, j'aurais aimé vraiment continuer parce qu'on avait quand même bien amorcé pas mal de choses, mais j'ai été surtout obligée de liquider par faute d'actifs. Donc, du coup, Blind Ben Studio, c'est un studio qui est né à Lyon, qui avait été même fait l'objet d'incubation, qui avait fait l'objet de pas mal de partenaires. Je peux même citer Xbox là-dessus, ou Epic Games via leur grant, Epic Mega Grant, etc. Mais malheureusement, en fait, tout ça n'a pas suffi justement à pérenniser le projet. Pérenniser surtout le fait que les salariés, en fait, qu'on avait, même si c'était des CD de 12 mois, à un moment donné, on a eu... on pouvait même plus les payer. On était tellement dans le rouge, en fait, qu'on pouvait même plus les payer. Et ça devenait, ça devenait juste... en tant qu'entrepreneur, on est toujours dans ce truc-là de se dire « Ah, il faut trouver absolument une solution, etc. » Mais en face, en fait, si nous, on peut prendre plein de choses sur les épaules, en face, vous avez des salariés, un mois sans salaire, en fait, ça commence à devenir ça commence à devenir très dur. Et donc, nous, finalement, on a apporté plusieurs solutions. C'est dommage en plus parce que la dernière année, c'est l'année où tout a été débloqué. C'est-à-dire que quand les CDD ont été terminés, hein, il y avait quand même des salaires à payer derrière. Et on a eu pas mal de... C'est là qu'on a eu justement les partenaires Xbox, etc., qui ont signé. Et vu qu'on avait eu, on avait demandé des prêts justement pour pouvoir continuer le projet en disant, attendez, il y a ces partenaires qui arrivent, on est en discussion avec eux, attendez, ça arrive, etc. Sauf que là, vous voyez des petits indés, des petits indés qui viennent vous voir, des financeurs qui leur disent, il y a Xbox qui va me financer, de quoi vous parlez ouais, mais quelques mois après, Xbox nous finançait vraiment. Où on leur dit, on essaye d'avoir l'Epic Mega Grant. Donc, l'Epic Mega Grant, c'est une subvention très rare qui s'obtient en fait de manière assez rare en fait dans l'industrie du jeu vidéo de manière générale. Quand vous allez voir parler des financeurs et vous leur dites, non, on est en discussion pour obtenir, ils vont vous dire, ouais, mais il n'y a rien aujourd'hui, donc non, on ne finance pas. Et en fait, c'est arrivé juste après. Donc, tout le travail, le dur labeur, en fait, il y a eu quand même des choses qui sont arrivées juste après qu'on n'ait pas pu garder nos salariés plus longtemps, juste après qu'on nous ait lâchés pour des prêts bancaires, etc. Et c'est ça qui a été vraiment dommage, et je dirais même le plus dur, c'est qu'en fait, nous, comme n'importe quel entrepreneur, et je dis nous en tant que femme, hein, parce que la boîte, c'était surtout moi et ma petite sœur,
Mais en tant qu'entrepreneur, on a eu cette difficulté-là toujours de convaincre, en fait. Et c'est ça le plus difficile, de convaincre. C'est difficile pour n'importe quel entrepreneur. Ça l'est encore plus quand on est une femme. Enfin, voilà, on demande des garanties derrière. Moi, je sais que j'ai des pairs, en fait, on n'a pas demandé les mêmes garanties. Et ils ont obtenu plutôt des prêts assez facilement. Mais après, enfin, voilà, quoi. C'est le jeu, on va dire. On a liquidé. On s'est dit qu'on n'allait pas abandonner parce qu'il y avait tellement de belles choses en fait qui étaient apparues sur la fin que c'était un non-sens en fait d'abandonner. Le projet, il est ce qu'il est. Il a bien plu en fait quand on le faisait tester. Il n'y avait aucune raison d'abandonner le projet et de tout arrêter à cause d'un échec, ce qu'on peut appeler un échec en tout cas, même si moi je ne le ressens pas comme ça. Ça reste quand même un échec. On a perdu énormément de temps. La procédure a été en plus rallongée parce que moi j'ai essayé de sauvegarder le studio à tout prix en disant ben non, voilà, je ne sais pas si des entrepreneurs se reconnaîtront, mais quand vous allez au tribunal des commerces et que voilà, faut défendre le projet, ça prend du temps, c'est des allers-retours, enfin voilà quoi, ça peut être plus ou moins lent. Mais voilà, une fois passé ça et une fois accepté le fait que bah, ça allait clôturer, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas m'arrêter là. Par contre, je vais prendre du temps pour moi. Parce que ça m'a bien usé, et je dirais même au niveau de la santé, parce que du coup, j'étais en carence de vitamines, de tout ce que vous voulez. Hein. Je faisais même plus attention à ce que je mangeais, enfin voilà quoi. Donc j'ai pris quand même du temps pour moi, quelques mois, et ensuite je me suis dit, bah voilà, on va le relancer. De toute façon, c'était une évidence, mais il fallait quand même prendre ce temps pour moi. Alors, avec le recul, qu'est-ce que cette aventure t'a appris sur l'entrepreneuriat créatif ? L'entrepreneuriat créatif, c'est très, très compliqué. C'est beaucoup de la gestion humaine. C'est beaucoup ça, la difficulté, parce que vous embarquez des gens sur un projet qui, je dirais, ne va pas forcément... Il n'y a rien, en fait, comment dire, il n'y a aucune manière de savoir si ça va marcher. Donc, vous embarquez dans l'inconnu. Enfin, dans les projets vraiment purement créatifs, vous embarquez vraiment dans l'inconnu. Vous avez beau faire votre étude de marché, votre benchmark, tout ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, en fait, surtout dans le jeu vidéo, vous embarquez quelque part dans l'inconnu. Vous ne savez pas comment l'expérience que vous produisez va être perçue. Et même les playtests, donc tous les tests en fait utilisateurs, utilisatrices qu'on va faire, ne vont pas suffire à vous garantir en fait que ça se passera bien. Donc, la complexité vient surtout de l'humain, d'embarquer des gens en fait, là-dessus et de savoir que voilà, le bateau va tanguer et qu'à un moment donné, dans tout ça, il faut s'entourer. Vraiment, je leur dirais de toute façon tout le temps, jamais assez d'ailleurs, qu'il faut s'entourer en fait, de personnes en fait, qui croient en vous, qui ont confiance en votre démarche, etc., mais qui savent aussi vous dire en fait, directement les choses quand ça ne va pas ou quand vous prenez une décision et que ça ne convient pas, etc. Voilà, c'est ces personnes-là, en fait, même après la fermeture de Blind Man Studio, c'est ces personnes-là, d'ailleurs, que j'ai gardées autour de moi et qui continuent à me porter aujourd'hui sur mes nouveaux projets, quoi. Après cette expérience, tu crées Get Creative. Qu'est-ce que tu voulais faire différemment avec ce projet ? Oui, donc là aussi, c'est une très bonne question parce que du coup, ce que je peux ajouter par rapport à Blind Man Studio, c'est qu'avant de le fermer, par contre, il y a quelque chose il y a des opportunités qui nous ont été offertes quand même d'aller transmettre. Enfin, on venait surtout vers nous, je parle des médiathèques, etc., mais d'autres associations qui venaient vers nous avec le besoin de se dire, on a besoin de créer du lien avec les jeunes, on a besoin de sensibiliser aussi les jeunes filles aux métiers du numérique, etc., de l'informatique, sachant que demain, en fait, qui est pas demain dans pas très longtemps, la majorité des métiers seront issus de l'informatique, du numérique. Donc, il y avait ce besoin-là, en fait, d'avoir des rôles modèles, encore une fois, des gens qui viennent parler de leur parcours. Et je pense vraiment, j'ai fait un atelier, c'était à Vivatech, je pense que c'était 2023. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic, parce qu'en fait, on a fait un atelier en fait, de sensibilisation, de création de jeux vidéo. Et là, on a vraiment vu qu'il y avait des jeunes en fait, de tout horizon, des jeunes aussi, des adultes d'ailleurs, qui étaient vraiment intéressés par la transmission, qui ressortaient en fait, avec les yeux brillants à la fin de l'atelier. Alors, je dirais pas qu'ils rêvaient d'intégrer le jeu vidéo, mais quand même le fait de se dire « je joue aux jeux vidéo et maintenant je sais à peu près comment ça se fait, etc. »
En plus, il y avait les parents, donc c'était encore plus facile de dire, bah voilà, il y a d'autres métiers, il y a d'autres secteurs avec les mêmes compétences. Et les sensibiliser aussi au fait qu'il y a ces métiers-là, les métiers que nous, on a dans le jeu vidéo existent et sont accessibles, en tout cas dans d'autres secteurs et aussi dans le secteur du jeu vidéo si on s'accroche vraiment. Donc après ça, en fait, je me suis dit, pourquoi pas reprendre ça. C'est ce qui a très bien marché, au-delà du jeu vidéo, ce qui marchait très bien dans notre culture, entre guillemets, d'entreprise, c'est la transmission. C'est là où on se sentait vraiment à l'aise, c'est là où on était content aussi d'être là et de voir en fait des gens, de rencontrer des gens justement et des jeunes et de les sensibiliser un peu à comment le secteur, les réalités du secteur, mais aussi les possibilités qu'ils ont de s'orienter. Du coup, Get Creative, en fait, l'idée, c'est que de base, ça devait être intégré au nouveau studio. Donc, le nouveau studio qu'on reprend aujourd'hui, c'est Bebridges Interactive. Et on voulait juste que ce soit intégré comme la dernière fois, avec Blind Band Studio. Sauf qu'on s'est dit que finalement, c'est pas vraiment une bonne idée, qu'il fallait peut-être un peu travailler de manière différente la manière de transmettre, où les partenaires, en fait, ne serait-ce que les partenaires, en fait, avec lesquels on irait travailler. Et on s'est dit que l'association, finalement, était beaucoup plus pertinente parce que ça nous permettait non seulement de faire un travail territorial, hein, c'est-à-dire de vraiment apprendre à connaître les autres acteurs, en fait, qui œuvrent pour l'insertion, et de se dire, en fait, que finalement, si on voulait justement faire de la transmission de manière correcte, pas mélanger, en fait, transmission, création, etc., ça allait être brouillon. Nous, on a vraiment décidé d'exporter finalement cette activité-là sur de l'associatif. Par contre, la cible, en fait, elle est bien plus large que juste une cible, en fait, qui veut découvrir les métiers du jeu vidéo. C'est une cible, en fait, qu'on va chercher plutôt dans les quartiers prioritaires. Parce que moi, j'ai grandi en QPV, j'ai fait la REP, donc les réseaux d'éducation prioritaire. Et je sais que c'est pas simple, en fait, en termes d'orientation, quand on veut se projeter, en fait, c'est des zones, en fait, où, même les QPV de manière générale, où on subit souvent, moi, j'ai vu mes amis, en fait, subir plus leur orientation qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on choisissait pour eux, vous avez ce fameux conseiller ou conseillère d'orientation qui choisit pour eux et qui dit finalement, moi, typiquement, vous allez dire, c'est très bien, mais moi, on m'a dit, fais médecin. Pourquoi ? Quand j'ai dit, je veux faire ingénieur de son, on m'a dit, non, mais pourquoi tu veux pas faire médecin ? Alors, j'ai compris, en fait, l'idée derrière, qu'il y avait quand même une difficulté en tant qu'ingénieur de son, à faire sa place. Voilà, j'imagine, en tout cas, qu'il y avait quand même des challenges, en fait, là-dessus. Sauf que derrière, me dire de faire un médecin, c'est pas aussi la bonne nouvelle. Surtout qu'à cette époque-là, ce qui était marrant, c'est que j'étais vraiment, vraiment nulle en maths. C'est qu'on m'a juste mis là parce que toutes les autres notes étaient très bonnes. Et du coup, en maths, c'est pas grave, tu vas essayer. Mais en fait, je me serais retrouvée dans une formation où j'aurais trouvé trop difficile et j'aurais abandonné. Et c'est ce qui se passe en fait dans la tête de plusieurs jeunes, hein. Ce qui fait que la majorité des jeunes décrochent un peu du système scolaire. Alors il y a plein de choses qui amènent à ça, notamment les blocages socio-économiques, etc. Mais l'une des raisons aussi, c'est quand on subit en fait une orientation, on a plus tendance, et la probabilité qu'on trouve que la formation est difficile ou inutile, elle est plus grande que quand on l'a choisie. Et donc, nous, on voulait un peu se dire, on va reprendre ce qui a très bien marché chez Blind Band Studio, donc la transmission de compétences. Par contre, si on veut aussi amener des nouvelles voies dans le secteur, si on veut amener de nouvelles voies dans le numérique de manière générale, il va falloir qu'on aille voir la bonne population, en fait, et leur dire, voilà, c'est pas impossible pour vous. Nous, on y est là. Alors, c'est vrai que c'est pas simple, mais au moins, on peut faire rendre un peu ce service-là, de se dire qu'on va pas juste garder toute la connaissance pour nous, toutes nos bonnes vies, tout ce qu'on sait, en tout cas, aujourd'hui, de l'orientation pour nous. On va la transmettre à des jeunes, en fait, qui sont issus, comme nous, des quartiers prioritaires, mais des jeunes, en fait, de manière générale, qui sont intéressés par connaître un peu plus ces métiers issus du secteur du jeu vidéo ou des métiers du secteur du numérique informatique. Tu as fait le choix de te faire accompagner et même de continuer à t'entourer, notamment avec l'incubateur iEngage et WPDI à Aubervilliers. Pourquoi ce choix de ne pas entreprendre seul aujourd'hui ? Pour moi, en fait, après la fermeture de Blind Band Studio, c'était important de me retrouver en fait parmi d'autres entrepreneurs
Ça, c'est vraiment quelque chose, justement, pour redonner... j'avais fait une petite pause et il fallait me donner une impulsion. Et la deuxième chose aussi, c'est que cette fois, Blind Band Studio, comme je l'ai dit, l'une des belles choses en fait, qu'on a faites, c'était la transmission de compétences. Et en fait, c'est cet élément-là que je voulais faire vivre, mais de manière beaucoup plus affirmée en fait, dans le nouveau studio. Et je me demandais justement, comme il y avait une dimension ESS, parce nous, on voulait vraiment transmettre à un public en fait, éloigné des opportunités, un public qu'il faut remobiliser, donc un public décrocheur, finalement, de jeunes décrocheurs, etc. On voulait vraiment chercher à comprendre comment on pouvait avoir réellement un impact à travers à la fois notre studio, mais à la fois aussi cette activité-là de transmission de compétences. Et on n'avait aucune connaissance, mais vraiment aucune connaissance de ce qu'était l'ESS. On ne savait même pas d'ailleurs on savait même pas ce que ça comprenait, etc. On comprenait rien. Et en fait, rejoindre à YoungEdge, ça a été l'occasion pour nous d'être entourés d'autres entrepreneurs qui n'étaient pas forcément... qui n'avaient pas forcément tous mûri dans leur projet, mais en plus de ça, d'avoir un accompagnement dédié à vraiment essayer de connaître en tout cas le territoire, le fonctionnement, et voilà, comment rendre en fait notre projet, comment finalement comment formaliser en fait notre projet à la fois de création de jeux vidéo, mais de transmission de compétences. Mais par contre, par la suite, on s'est rendu compte qu'en fait, les deux ne pouvaient pas forcément exister, en tout cas aujourd'hui. Tout simplement parce que dans ma tête, moi, déjà, c'était brouillon de me dire que j'allais faire, même en pitch, en fait, pitcher, on est un studio de jeux vidéo et on fait aussi de la transmission de compétences. Je trouvais que ça faisait lourd. Et ça se voyait en face, en termes, avec les interlocuteurs qu'on avait en face. Ça faisait très, très lourd de dire... il y avait beaucoup de choses à dire dans la transmission de compétences. Il y avait beaucoup de choses à dire dans la création de nos studios. Donc, nous, on s'est dit, en fait, pour moi, en fait, c'était important de me dire les deux activités, on ne les sépare parce que ça ne demande pas aussi la même expertise. L'association, entre guillemets, qu'on va créer, donc Get Creative, à l'issue de YoungEdge et au commencement de l'accompagnement de cette fois avec WPDI, qui est une ONG justement qui accompagne des entrepreneurs dans le territoire d'Aubervilliers. On s'est dit cette fois-ci, on va pousser un peu plus l'associatif, on va pousser un peu plus la compréhension du territoire, rencontrer des acteurs, etc. Et essayer de construire quelque chose qui existe pour l'instant indépendamment du studio de jeux vidéo. Allez, après, on va dire que à la suite, si les deux fonctionnent bien, on pourra les rassembler. Mais pour l'instant, j'avais vraiment besoin que les deux vivent de manière différente. Et j'ai eu aussi l'impression que venir en fait en tant que studio commercial de base, avec en tout cas en ayant la première activité du studio qui est plutôt une activité commerciale. Quand on allait voir certains acteurs issus politiques de la ville, etc., ou qu'on rencontrait des acteurs de l'ESS, etc., c'était tout de suite, il y avait cette méfiance-là de est-ce qu'ils veulent pas ramener de l'argent, est-ce qu'ils veulent pas... j'avais entendu des choses type est-ce qu'ils veulent pas faire payer leurs jeux aux bénéficiaires, ce qui était absurde parce que nos bénéficiaires, justement, ils ont des sujets socio-économiques, en fait. Il y avait toutes sortes de pensées. Tout de suite, on était suspects, en fait. Et donc, du coup, séparer les deux aussi, c'est aussi stratégique, parce qu'en face, en fait, ça évite d'avoir des discours comme ça. Et de se dire que, on nous écoutera un peu plus, on aura un peu plus de portes d'ouverture, en fait, et de possibilités en termes de... ne serait-ce que de partenaires, on peut faire du mécénat, etc. Il y a pas mal de choses quand même, faire intervenir des bénévoles, etc., même si pour l'instant, on fonctionne un peu avec les membres du bureau. Mais voilà, ça nous a aidé quand même, WPDI nous a aidé à formaliser, à passer à l'action réellement dans la concrétisation de l'association. Donc, être accompagné, pour moi, c'était vraiment important je ne serais pas là, en fait, avec deux structures... qui sont plutôt bien avancés aujourd'hui, qui commencent à bien prendre, même si pour l'instant n'est pas encore visible réellement sur les réseaux, mais ça ne saurait tarder. Mais voilà, c'est vraiment l'accompagnement des deux structures en fait